Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystérieuses disparitions de 5 autostoppeurs qui se sont volatilisés sans laisser de traces. Chaque histoire est un rappel glaçant des dangers qui peuvent se cacher le long des routes ouvertes. Ces affaires nous laissent avec bien plus de questions que de réponses, des autoroutes désertiques aux rues animées des grandes villes. Et si ces voyageurs avaient croisé quelque chose de sinistre? Rejoignez-nous alors que nous explorons ces disparitions troublantes et tentons d'en percer les mystères. Janine Vaughan, une femme pétillante de 31 ans originaire de Bathurst, en Nouvelle-Galles du Sud, menait une vie remplie de rires et d'aventures. Née et élevée dans cette communauté soudée, elle était connue pour sa personnalité extravertie et son amour du sport. Dès son plus jeune âge, Janine excellait au netball, au basketball et au softball, son esprit de compétition la poussant toujours plus loin. En grandissant, sa passion pour le sport la mena à participer à des ligues locales et à de nombreux tournois où elle se fit rapidement remarquer comme une adversaire redoutable. Mais malgré ses exploits sportifs, les véritables bonheurs de Janine se trouvaient dans les plaisirs simples de la vie. Passer du temps avec ses amis, explorer les paysages magnifiques de la campagne australienne et profiter de la culture vibrante de sa ville natale. Son rire communicatif et son énergie sans limite faisaient d'elle une figure adorée à Bathurst. Le soir du 7 décembre 2001, Janine sortit au Metro Tavern, un bar populaire réputé pour son ambiance animée et ses foules enthousiastes. Accompagnée de ses amis, elle profita pleinement de la soirée, son rire se mêlant à la musique et aux conversations dans l'air. Au fil des heures, la nuit s'avançant, Janine ressentit l'appel de l'inconnu, cette promesse d'aventure qui l'attendait au-delà des murs du bar. Peu avant 4 heures du matin, elle sortit dans l'air frais de la nuit, l'essence en alerte portée par l'excitation. En s'approchant d'une voiture rouge garée devant le Metro Tavern, un frisson d'anticipation la parcourut. Puis, en un instant fugace, capturée par l'œil froid d'une caméra de surveillance, Janine disparut dans l'obscurité, ne laissant derrière elle qu'un vide de questions sans réponse et des espoirs brisés. Les jours qui suivirent sa disparition furent empreints d'angoisse et d'incertitude. Famille et amis peinaient à accepter son absence. Malgré de nombreuses investigations menées par les autorités, le sort de Janine demeura un mystère. Nul ne savait où elle se trouvait ni ce qui lui était arrivé. Pour Kylie Speld, la sœur de Janine, le temps qui passait ne faisait qu'approfondir la douleur de l'absence. Chaque jour apportait son lot de doutes et de tourments. Mais Kylie resta déterminée dans sa quête de vérité, refusant d'abandonner l'espoir de revoir sa sœur un jour. Au fil des années, puis des décennies, la disparition de Janine jeta une ombre persistante sur la communauté de Bathurst. Les théories se multiplièrent sur ce qui aurait pu se passer cette nuit tragique de décembre. Certains pensaient qu'elle avait été victime d'un acte criminel, séduite par un inconnu au volant de la voiture rouge. D'autres suggéraient qu'elle aurait pu entrer volontairement dans le véhicule, cherchant à fuir les pressions de la vie quotidienne. En mars 2019, une lueur d'espoir fit surface. Les autorités annoncèrent une récompense d'1 million de dollars pour toute information permettant de retrouver Janine. Mais à mesure que les années passaient et que les pistes s'estompaient, la vérité semblait s'éloigner à jamais. Le 1er mars marquait le début de ce qui devait être un voyage de découverte de soi pour Jenny Shen, une femme de 26 ans résidant dans le quartier de Wallingford à Seattle. Avec un sac à dos sur les épaules et un sentiment d'anticipation au fond du cœur, elle s'élança pour une expédition de 2 mois à travers les paysages vibrants du Mexique. Pour Jenny, ce voyage n'était pas seulement une échappatoire à la monotonie du quotidien. C'était une chance d'explorer de nouveaux horizons, d'embrasser l'inconnu et de se retrouver elle-même au cœur du chaos de territoires encore inexplorés. Née en Chine, Jenny avait un esprit aventurier et une soif d'exploration, une volonté de franchir les frontières. Cette curiosité innée l'avait menée à Seattle où elle avait trouvé un équilibre entre les multiples cultures et communautés que la ville abritait. Jenny sentait que ce voyage serait différent des autres. Un périple qui allait mettre à l'épreuve son courage, sa résilience et sa foi dans l'inconnu. Pour son mari, Jonathan Reinhardt, la décision de laisser Jenny partir seule n'avait pas été facile. Tandis qu'il la regardait monter à bord de l'avion en direction du Mexique, un sentiment de malaise ne cessait de le ronger. Pourtant,
Il savait que Jenny avait besoin de cette expérience, de cet envol, même si cela impliquait de s'exposer à des dangers bien loin du confort de leur foyer. Les premières semaines du voyage de Jenny se déroulèrent sans incident. Elle parcourut les rues animées de Mexico, visita différents sites touristiques, partageant sur les réseaux sociaux des photos et récits remplis d'émerveillement et d'énergie. Mais en descendant plus au sud, vers Oaxaca, le ton de ses messages changea peu à peu. Le 12 avril, Jenny envoya ce qui allait devenir son dernier message. Une courte note indiquant qu'elle faisait de l'autostop pour aller à Cancun. Une décision qui, sans qu'elle le sache, allait sceller son destin. À partir de ce moment, pour Jonathan, les jours devinrent un tourbillon de coups de téléphone désespérés et de supplications adressées aux autorités. Il contacta des agences gouvernementales et la police locale, implorant qu'on l'aide à retrouver sa femme. Mais ces démarches furent accueillies avec indifférence, lenteurs administratives et querelles de juridiction qui freinèrent toute avancée réelle. Refusant de rester les bras croisés, Jonathan engagea un détective privé. À force de recherche, ils parvinrent à retracer l'itinéraire de Jenny d'Oaxaca jusqu'à la ville de Juan, où des témoins l'avaient vue faire de l'autostop au bord de la route. Puis, une découverte clé fut faite. Un témoin affirma qu'un camion de bière Corona s'était arrêté pour lui proposer une place. Mais plus Jonathan creusait, plus les questions s'accumulaient. Qui était le conducteur de ce camion? Que s'était-il passé après que Jenny y soit montée? Les jours passaient, mais Jonathan ne baissait pas les bras. Il poursuivit sa lutte, mobilisant amis, proches et inconnus à travers des campagnes sur les réseaux sociaux et des collectes de fonds. Il voulait amplifier sa voix, réclamer justice pour Jenny et offrir des réponses à ceux qu'il aimait. Mais dans le tumulte et l'incertitude, une pensée ne cessait de le hanter. Et si Jenny ne revenait jamais? Et si elle s'était tout simplement volatilisée, perdue dans l'immensité sauvage du Mexique? Cette idée était insupportable pour Jonathan, un cauchemar dont il ne pouvait s'éveiller. Alors, il s'accrocha à l'espoir. L'espoir que Jenny Chen attendait quelque part, là dehors, au milieu du chaos. Et jusqu'à ce jour, il jura de ne jamais cesser de la chercher, ni de lutter pour découvrir la vérité. Car au fond, c'était la seule chose qui comptait. La seule chose qui pouvait lui apporter la paix dans ce monde d'incertitude et de douleur. Le 24 juin 1998, Joanne Butterfield disparut de son domicile à Mossman, laissant derrière elle une traînée de questions sans réponse et un mystère persistant. Âgée de 37 ans, Joanne était une femme avec des projets, du moins en apparence. Avec ses cheveux auburn flamboyants et ses yeux bleus perçants, elle s'était lancée dans un voyage qui allait finalement déconcerter les enquêteurs pendant des décennies. Aux alentours de 9h du matin ce jour-là, Joanne fut vue pour la dernière fois par ses proches. Elle semblait remplie d'enthousiasme, prête à vivre une nouvelle aventure, alors qu'elle se préparait à faire de l'autostop vers le sud. Esprit libre par nature, elle avait partagé ses intentions avec ses amis, suscitant une légère inquiétude chez ceux qui la connaissaient le mieux. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce serait la dernière fois qu'on verrait son sourire éclatant ou qu'on entendrait son rire résonner. Au fil des jours, le mystère s'épaissit. Certains détails de son apparence, comme son tatouage de Titi, Tweety Bird, sur la poitrine et un oiseau bleu tatoué sur l'épaule, devinrent de sinistres indices dans un puzzle sans solution. Ses effets personnels furent retrouvés en plusieurs endroits dispersés. 3 jours après sa disparition, ses affaires furent retrouvées près d'un point de vue. Cette découverte choqua la communauté, soulevant plus de questions que de réponses sur ce qu'il était réellement arrivé à cette femme pleine de vie et de rêves, d'horizons lointains. Dans un rebondissement étrange, une enveloppe contenant sa carte Medicare, ses cartes bancaires et d'autres documents personnels fut livrée anonymement à son domicile à Mossman quelques jours plus tard, comme une provocation silencieuse adressée à ceux qui la cherchaient désespérément. Malgré des recherches intenses menées par les forces de l'ordre, le destin de Joanne resta enveloppé de mystère. Le temps n'apaisa en rien la douleur ni le besoin brûlant de réponse pour sa famille et pour une communauté hantée par cette tragédie non résolue. Près de 20 ans plus tard, un nouvel espoir surgit lorsque des pistes inédites ravivèrent l'enquête sur la disparition de Joanne. L'inspecteur Kevin Goen, alors en poste, prit la tête des investigations, motivé par de nouveaux témoignages qui redonnèrent vie à une affaire longtemps considérée comme classée. Une enquête menée en 2014 n'avait apporté que peu de réconfort, laissant entrevoir la possibilité glaçante que Joanne ait trouvé la mort entre les mains d'un agresseur inconnu. Mais avec le retour de nouveaux éléments, les enquêteurs replongèrent dans les anciennes pistes avec une énergie renouvelée.
concentrant leur attention sur deux individus susceptibles de détenir des informations cruciales sur les derniers instants de Johan. Leur quête de justice les ramena dans les rues de Mossman, là où les souvenirs de Johan flottaient encore dans l'air. Malgré le poids des années, l'espoir d'une résolution restait intact, entretenu par la détermination inflexible d'un fils qui refusait de laisser le souvenir de sa mère s'effacer dans l'oubli. Pour Thorne Niker, la disparition de Johan n'était pas une affaire parmi tant d'autres, c'était une quête personnelle de vérité dans un monde rempli d'ombre. À chaque pas qu'il faisait, il rendait hommage à sa mère. Le chemin était semé d'embûches, mais Thorne ne reculait pas, poussé par un sentiment de devoir plus fort que le temps lui-même. Dans sa recherche de la vérité, il portait avec lui les espoirs et les douleurs d'une famille brisée par le destin. Et si la disparition de Johan n'était pas due au hasard, mais bien le fruit d'un plan soigneusement orchestré, imaginé par des personnes aux intentions sinistres? Seul le temps le dira, alors que les rouages de la justice tournent lentement mais inexorablement vers une vérité encore cachée, attendant d'être révélée à la lumière. C'était une journée d'été étouffante, en novembre 1982, lorsque Tony Jones, un jeune homme de 20 ans originaire de Perth, partit pour un voyage qui se terminerait dans le mystère et le désespoir. Sac sur l'épaule et espoir au cœur, Tony s'était mis en route pour faire de l'autostop entre Townsville et Muntisa, un tronçon isolé de route connu pour sa désolation et sa réputation inquiétante. Son choix de voyager en stop n'avait rien d'inhabituel pour un jeune homme en quête d'aventure et d'indépendance. Il était sur les routes depuis plusieurs mois, explorant les vastes étendues de l'outback australien porté par une soif de découverte et un désir de parcourir le monde. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce voyage serait son dernier. Alors qu'il progressait le long de la solitaire Flinders Highway, Tony comptait sur la générosité des inconnus pour poursuivre sa route. Il avait téléphoné à sa famille depuis une cabine publique en périphérie de Townsville, les rassurant. Il serait bientôt réuni avec son grand frère Tim à Muntisa. Mais les heures passèrent et Tony n'arriva jamais. L'inquiétude de sa famille se transforma peu à peu en panique. Les semaines s'écoulèrent sans aucune trace de Tony. Son compte bancaire n'avait pas été touché, ses affaires restaient introuvables et sa localisation demeurait inconnue. L'immensité de l'outback australien semblait l'avoir englouti, ne laissant derrière elle que des questions et un chagrin profond. Pendant des décennies, la disparition de Tony a hanté sa famille et déconcerté les enquêteurs. Les théories se sont multipliées, rencontres avec des tueurs en série notoires, affrontements avec des voyous locaux. Mais au milieu des spéculations, une chose restait certaine. Tony Jones a disparu sans laisser la moindre trace. Les circonstances de sa disparition sont enveloppées de mystère, mais en rassemblant les fragments de ces derniers jours, quelques éléments éclairent le drame. Tony était revenu brièvement à Townsville pour manger un morceau au pub avant de poursuivre son voyage. Il était en Australie pour un séjour de 6 mois combinant voyage et travail et son aventure touchait à sa fin. Depuis Townsville, il prévoyait de marcher jusqu'à Charters Towers à environ 90 minutes de là, pour y passer la nuit avant de retrouver son frère à Muntisa. Mais le destin en avait décidé autrement. En quittant Townsville, Tony croisa la route d'un homme plus âgé au Rising Sun Hotel. Cet homme lui avait proposé un covoiturage plus tôt dans la journée. Ensemble, ils discutèrent autour d'un repas, partageant leurs plans respectifs. Tony, plein d'enthousiasme, se réjouissait de revoir son frère. Mais cette rencontre fortuite fut la dernière. Des témoins rapportèrent avoir vu Tony et l'homme quitter le pub ensemble. Ce fut la dernière fois que quelqu'un vit Tony Jones vivant. Les semaines suivantes furent marquées par l'angoisse et l'incertitude pour sa famille, qui se battit sans relâche pour maintenir l'enquête vivante, refusant que sa mémoire tombe dans l'oubli. Malgré leurs efforts, le sort de Tony resta un mystère. En 2002, une enquête judiciaire conclut que Tony avait probablement été victime d'un acte violent, mais aucun suspect ne fut identifié. L'affaire demeura non résolue, s'éloignant chaque année un peu plus d'une possible conclusion. Puis, dans un rebondissement glaçant, une lettre anonyme arriva contenant un message énigmatique « Personne disparue, Tony Jones ». À l'intérieur, une impression d'une page Wikipédia retraçait la vie de Mervyn Henry Stevenson, un ancien policier du Queensland ayant exercé de 1947 à 1982. Ce nom fit l'effet d'une bombe. Ce lien inattendu entre Stevenson et la disparition de Tony choqua tous ceux qui suivaient l'affaire. Stevenson avait une carrière marquée par la controverse et des accusations de corruption, poussant certains à croire qu'il aurait pu croiser la route de Tony cette nuit-là.
Mais avec le décès de Stevenson, la vérité semblait vouée à rester dans l'ombre. Au fil des années devenues décennies, la famille de Tony continuait de chercher des réponses, leur douleur aggravée par l'absence totale de certitude. Ils suppliaient que justice soit faite, que la vérité éclate enfin. Et si Tony avait pris un autre chemin ce soir-là? Et s'il n'avait jamais rencontré cet homme mystérieux au Rising Sun Hotel? Et si la justice avait été rapide, épargnant à ses proches des années de souffrance? Ces questions restent suspendues dans l'air sans réponse. Aujourd'hui encore, alors que le soleil se couche sur les terres arides de l'outback australien, le destin de Tony Jones demeure aussi énigmatique qu'autrefois, perdu dans le temps. C'était une simple journée d'automne, en septembre 2005, lorsque Tamara Lynn Chipman, une jeune mère de 22 ans pleine de vie issue de la nation Wet'suwet'en, a disparu sans laisser de traces. Tamara, connue pour sa personnalité enthousiaste et sa chevelure épaisse et bouclée, avait grandi dans la ville côtière de Prince Rupert, en Colombie-Britannique. Son amour de l'aventure et ses liens familiaux profonds définissaient sa vie. Jusqu'à ce jour où elle partit en voyage, un voyage qui allait marquer le début d'un mystère toujours irrésolu. Élevée au sein d'une famille soudée, elle passa beaucoup de temps avec son grand-père adoré Jack, un mécanicien talentueux. Après la séparation de ses parents, elle partagea son temps entre Prince Rupert et Terrace, où elle noua un lien fort avec sa tante Gladys Radek. Malgré les difficultés liées à son rôle de jeune mère célibataire de son fils Jaden, Tamara conservait un esprit combatif, toujours prête à affronter la vie de front. Dans les semaines précédant sa disparition, Tamara se trouvait à Prince Rupert, sa voiture étant en réparation à Terrace. Le 21 septembre 2005, elle fut vue en train de faire de l'autostop à la sortie de la ville en direction de Terrace. Pour elle, c'était une façon habituelle de se déplacer entre ses deux domiciles. Personne ne savait alors que ce trajet routinier serait son dernier. Des mois s'écoulèrent avant que son absence ne soit remarquée. Son père, Tom Chipman, un pêcheur commercial, s'inquiéta lorsqu'elle ne répondit plus à ses appels. Ce n'est qu'au début du mois de novembre que la douloureuse réalité s'imposa. Tamara avait disparu. Le cœur lourd, Tom signala la disparition de sa fille à la Gendarmerie royale du Canada, GRC, déclenchant une série d'événements qui plongèrent une communauté dans la stupeur et une famille dans la douleur. Les recherches furent intensives, couvrant les paysages accidentés le long de la tristement célèbre route 16, surnommée la Highway of Tears, la route des larmes. Des bénévoles ratissèrent la campagne tandis que Tom arpentait lui-même la route, désespéré de trouver un indice. Mais malgré tous ses efforts, Tamara restait introuvable. Au fil du temps, de troublants indices firent surface, laissant entrevoir le sort tragique qu'elle aurait pu connaître. Des témoins affirmèrent avoir vu Tamara avec 3 individus qui lui auraient proposé de la prendre en voiture. Selon leurs témoignages, une dispute éclata, dégénérant en altercation violente qui aurait coûté la vie à Tamara. Son corps, disait-il, aurait été abandonné dans une forêt isolée, cachant à jamais la vérité sur sa disparition. La GRC, chargée de démêler cet enchevêtrement de mensonges et de dissimulation, mit en place une cellule spéciale nommée EPANA pour enquêter sur une série de meurtres non résolus le long de la route 16, y compris le cas de Tamara. Mais malgré tous les efforts déployés, la vérité restait hors de portée. La disparition de Tamara mit en lumière le sort tragique de nombreux autochtones disparus le long de la Highway of Tears, cette route isolée où des dizaines de femmes se sont évaporées dans le silence. Sa tante, Gladys Radek, devint une militante infatigable pour la justice, organisant chaque année des marches le long de la route pour honorer la mémoire de sa nièce et sensibiliser le public à cette crise toujours actuelle. Pour la famille de Tamara, la douleur de son absence est un cauchemar sans fin. Son fils Jaden, aujourd'hui un jeune homme, porte le poids de cette disparition, hanté par le vide laissé derrière elle. Tom Chipman, toujours meurtri par la perte de sa fille, trouve du réconfort dans les souvenirs partagés. Un rappel doux amer d'une vie fauchée trop tôt. Les recherches de la vérité se poursuivent au fil des années, portées par l'espoir qu'un jour, la lumière sera faite. L'histoire de Tamara est l'un des nombreux exemples des injustices subies par les femmes autochtones dont la voix est souvent étouffée par un système qui les a trop souvent abandonnées. Dans la peine et le désespoir, la famille de Tamara puise sa force dans l'unité, unie par une quête commune de justice. Tamara Chipman a peut-être disparu, mais son esprit vit toujours dans le cœur de ceux qui l'ont aimée. Mais à mesure que les jours deviennent des semaines, puis des mois, le mystère de sa disparition demeure, laissant ses proches se demander « et si la justice ne venait jamais ?»
Et si l'histoire de Tamara devenait un nom de plus dans cette triste litanie des femmes autochtones disparues sur la Highway of Tears,